Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on conclut le cours pneumothorax. Dans cette dernière partie, on va voir les signes de gravité et dernièrement la prise en charge de ce dernier. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description. Toujours, je vous invite à abonner, chers amis, pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. Maximum de partage et on y va. Donc, comme diagnostic de gravité, vous êtes censé de savoir les signes de gravité qui sont cliniques, la dyspnée qui va devenir sévère et ou le collapsus tensionnel. Donc, je répète, la définition d'un pneumothorax grave qui est clinique, donc aucun examen radiologique ou radiographique va vous définir cette gravité. Donc, seulement clinique, ce que vous allez noter, donc c'est un pneumothorax avec dyspnée sévère ou un collapsus tensionnel. Donc, une hypotension, état de choc, dyspnée sévère, quelle que soit l'importance du décollement de cette décollement pleural. Donc, il peut s'agir d'un pneumothorax de petite abondance qui peut devenir grave, comme il s'agit d'un autre de grande abondance. Donc, c'est les signes cliniques. Donc, ne pensez pas à un pneumothorax grave devant une image radiologique seulement. Il est à définir, je répète, tout ce qui est rouge, c'est fréquemment posé comme thème d'examen. Donc, le diagnostic d'un pneumothorax grave, il est clinique. Donc, la déviation du médiastin n'est pas seule à elle-même un signe de gravité. Donc, faites attention. C'est vrai, un pneumothorax de grande abondance qui va refouler la totalité du médiastin du côté opposé, c'est un signe de gravité. Mais ne banalisez pas les autres signes qui sont, ça on avait parlé précédemment, premièrement un pneumothorax compressif ou le pneumothorax suffocant, un pneumothorax à soupape. J'espère que vous avez gardé cette note dans la partie précédente. Donc premièrement, le pneumothorax qui est secondaire à une fistule à soupape. Donc c'est un échappement à une seule ou bien unidirectionnelle, je répète, des alvéoles vers l'épanchement pleural ou bien vers la cavité pleurale unidirectionnelle. Et c'est parmi les pneumothorax graves, il est dit pneumothorax suffocant. Un pneumothorax avec une brèche à haut débit, un pneumothorax d'installation rapide, de grande abondance, un pneumothorax sur pathologie respiratoire préexistante, chez un sujet taré, généralement une insuffisance respiratoire chronique, donc terrain de comorbidité généralement. Un pneumothorax secondaire, il va être grave. Et un pneumothorax, lorsqu'il est, ça on avait dit précédemment, bilatéral, il peut être exceptionnellement, mais il peut être aussi un pneumothorax grave. Donc si on résume, comment savoir le diagnostic de gravité? Il est clinique. Faites attention dans vos cas cliniques s'il s'agit de la notion de dyspnée, la notion d'un collapsus tensionnel, hypotension. Ces deux composantes-là, vous allez penser à un pneumothorax aggravé. S'il s'agit d'une fistule à soupape, tout ça, il est à rechercher dans vos cas cliniques. Donc, c'est un pneumothorax suffocant, donc c'est un pneumothorax grave. Pneumothorax avec brèche à haut débit, pneumothorax chez un sujet taré, chez des comorbidités comme l'insuffisance respiratoire chronique, comme on avait dit dans la partie précédente, un pneumothorax secondaire qui est mal toléré, chez un patient qui a d'une néoplasie, de la tuberculose. Donc, pneumothorax secondaire à une tuberculose, c'est très grave. On avait vu des clichés sur ça. Et dernièrement, le pneumothorax, dans sa forme bilatéralisée, il est aussi grave. Donc, gardez-vous en tête cette plaque-là. Les signes de gravité ou les formes graves sont à retenir par cœur. Ils sont fréquemment posés comme thème examen. Donc là, c'est le pneumothorax suffocant. Vous voyez là, c'est de l'air qui est en train d'échapper. C'est unidirectionnel, on répète. Il est unidirectionnel des alvéoles vers la cavité pleurale. Et comme savez-vous, c'est la pression atmosphérique ce qui est dans à l'extérieur ou dans le trachée et les bronches. Elle est très supérieure par rapport à la pression négative à l'intérieur du pleuve. Et cette pression négative-là, c'est elle qui va permettre l'inspiration. Donc, un pneumothorax suffocant. Donc, vous voyez-vous, à l'inspiration, le poumon, il est collabé. Donc, le patient, là, il respire une seule côté, bien dans un seul côté qui est gauche. Donc, et là, vous avez une insuffisance respiratoire par
défaillance de l'inspiration, une extension des poumons qui est insuffisante. Là, en expiration, c'est encore pire. Vous voyez là le refoulement du médiastin vers le côté opposé et la compression même du poumon contralatéral. Donc, ça, comme vous voyez dans l'illustration, un pneumothorax suffocant est un pneumothorax qui est grave. N'oubliez pas cette forme. Avant-dernier titre, c'est le diagnostic différentiel. Donc, devant une douleur thoracique aiguë, vous avez plusieurs diagnostics différentiels. L'embolie pulmonaire, l'infarctus du myocarde, la dissection aortique. Je vous invite à consulter le cours sur la douleur thoracique. Il est toujours disponible dans la playlist de sémiologie cardiaque pour mieux comprendre. Devant une dyspnée aiguë, vous avez toutes les pathologies qu'on avait vues précédemment. Vous avez un asthme ou bien une exacerbation d'une crise d'asthme. Vous avez l'œdème aigu du poumon. Vous avez de la BPCO. Donc, je vous invite à consulter les cours précédents pour mieux suivre l'enchaînement du cours. Donc, devant toute dyspnée, vous allez évoquer un BPCO, un pneumothorax, notre intitulé aujourd'hui, l'asthme qu'on avait vu avec détail en association avec l'OAP, qu'on va aborder prochainement. Devant des signes radiologiques, ça c'est de l'OAP, l'accumulation de l'eau au niveau de l'interstition. Donc, on dira que le patient, il est suffoqué par l'eau. Donc, et comme signe radiologique, ou bien devant un aspect radiologique, le diagnostic différentiel avec l'asthme, c'est la bulle d'emphysème. Et là, voilà, une grande bulle d'emphysème qui est illustrée là en TDM. Donc, le diagnostic différentiel radiologique devant un pneumothorax, c'est la grande ou bien une volumineuse bulle d'emphysème. Donc, avec un examen physique et un téléthorax identique, donc là, c'est l'intérêt. Donc, si on vous pose la question, quel est l'examen qui va vous permettre de différencier entre une bulle d'emphysème et un pneumothorax, le voilà. Donc, c'est le TDM. C'est le rôle du TDM. Donc, je répète, on avait dit que le diagnostic de certitude d'un pneumothorax, il est basé sur un cliché, un téléthorax de face. Et pour les formes où il sera difficile, donc ça, c'est le cas seulement devant une bulle d'emphysème de grande abondance. Là, c'est l'intérêt du TDM comme examen pour des cas qui sont difficiles. Ah, aussi, une bulle d'emphysème, ça ressemble, quand vous voyez un pneumothorax, c'est le TDM qui va nous permettre de repérer les dimensions de cette bulle-là. Et donc là, il ne s'agit pas d'un pneumothorax, il s'agit d'emphysème, le diagnostic différentiel avec du pneumothorax. Dernier titre, le traitement, la prise en charge. Le but, c'est d'évacuer l'air dans cet espace pleural. L'espace pleural, je répète, c'est un espace virtuel, il ne doit pas contenir de l'air. C'est une pression négative qui va permettre l'extension et l'inspiration du poumon. L'existence de l'air, c'est significatif à un obstacle. Sauver le patient, le pneumothorax dans ses formes graves, comme on avait dit précédemment, et prévenir plutôt les récidives. Je répète, lorsque le patient il va développer un pneumothorax, il existe de chances de 20% d'attraper un pneumothorax dans les années prochaines. On va voir ça dans juste quelques diapos. Les moyennes et les indications de thérapeutique devant un pneumothorax. Donc, parfois, c'est une seule abstention thérapeutique. Je vous dis ça dans la partie précédente. S'il s'agit d'un pneumothorax ou un décollement qui est inférieur à 2 cm, dans certains cas, le poumon peut réparer à lui-même cet épanchement. Il peut évacuer de l'air. On parlera d'extension du poumon s'il s'agit d'un pneumothorax avec un décollement qui est inférieur à 2 cm. Donc, peu ou pas de symptômes avec une absence de dyspnée qui est un signe de gravité. C'est pour cela qu'on a insisté sur les signes de gravité. Devant une dyspnée, pensez-vous, je répète, à un pneumothorax qui est en exacerbation ou bien un pneumothorax qui est grave. Donc, l'abstention thérapeutique devant un pneumothorax avec un décollement inférieur à 2 cm. Faites attention, peut s'agir d'une question d'examen dans vos cas cliniques. Ou bien, une oxygénothérapie avec critères d'hospitalisation, un débit élevé qui est plus de 10 litres. Donc, en multipliant le taux de résorption par 4. Donc, cette oxygénothérapie devant des formes
où il s'agit d'un décollement plus de 2 centimètres, on va aider le poumon à faire l'extension grâce à une oxygénothérapie en hospitalisation. Plus de 10 litres, ça va augmenter le taux de réexpansion du poumon par 4. Donc, deuxième moyen, c'est l'oxygénothérapie. On va utiliser la pression de l'O2, de l'air, afin de permettre une extension. D'autres thérapeutiques, donc, où il s'agit, je répète, un décollement supérieur à 2 centimètres. Gardez-vous cette technique-là, c'est la plus utilisée. C'est l'exsufflation à l'aiguille. Donc, s'il s'agit d'un pneumothorax, un épanchement d'air à l'intérieur de la cavité pleurale, il est supérieur à 2 centimètres, vous allez faire la manœuvre de l'exsufflation à l'aiguille. Gardez ça en tête pour évacuer, pour permettre d'échapper ce l'air à l'extérieur et permettre aussi une extension du poumon. Donc ça, c'est la loi du physique. Et de la physique, on a deux pressions. Donc la pression à haute, ou bien la pression haute qui est atmosphérique va collaber le poumon. On a le recours à créer une autre voie, une exsufflation pour permettre l'évacuation de l'air de la cavité pleurale à l'extérieur et permettre une extension du poumon. Donc, abstention thérapeutique s'il s'agit d'un pneumothorax inférieur à 2 centimètres, peut être aidé avec une oxygénothérapie dans certains cas. L'exsufflation à l'aiguille s'il s'agit d'un pneumothorax supérieur à 2 centimètres. Faites attention, lisez bien vos cas cliniques. Aussi, on a le recours au drainage thoracique. Donc là, c'est l'aiguille à l'exsufflation. Ça, c'est à repérer. Donc, on trace deux lignes, la ligne médioclaviculaire et la ligne axillaire. Et le lieu de piquer, c'est le deuxième et le troisième espace intercostal, 2 centimètres en dehors de sternum. Donc ça, c'est le lieu pour mieux piquer, pour éviter les organes vitaux. Donc je répète, l'exsufflation à l'aiguille, elle se fait en traçant deux lignes. Premièrement, la ligne verticale médioclaviculaire. Deuxièmement, une ligne axillaire entre le cinquième et le sixième espace intercostal. Le lieu de l'exsufflation, quand vous voyez là, il est à repérer. Donc, situé entre deuxième et troisième espace intercostal, en dehors du sternum par 2 centimètres, vous allez ponctionner, vous allez évacuer l'air à l'intérieur de la cavité et vous allez sauver la vie du patient. Première technique, exsufflation à l'aiguille, gardez ça en tête avec la technique. Donc, c'est primordial. Elle est posée aussi fréquemment comme thème dans les examens cliniques. Suite à ça, on peut faire le drainage avec une thoracotomie ou une pleurotomie à minima. S'il s'agit ou il y a un échec de l'exsufflation, ou d'emblée s'il y a un cas d'un pneumothorax grave ou un hydropneumothorax, on a le recours vers le drainage. Donc on va drainer. Donc là, on va poser un drain. Donc c'est une valve à un seul sens. Ça, c'est la technique du pose d'un drain. Il est généralement posé dans la ligne axillaire antérieure pour mieux permettre une bonne mobilité du patient. Donc, si l'exsufflation à l'aiguille ne marche pas, on va passer à la deuxième étape. Notez bien le drainage thoracique, appelé aussi la pleurotomie à minima. Donc, devant un pneumothorax grave, faites attention. L'aiguille, elle n'est pas suffisante de permettre cette évacuation. On a le recours à un drain. Le voilà, un drain thoracique avec une valve unidirectionnelle pour échapper de l'air. Donc, la base du traitement, c'est de permettre l'échappement de l'air de la cavité intrapleurale vers l'extérieur du corps. Donc, on a soit, premièrement, piqué à l'aiguille, s'il s'agit d'un pneumothorax moins grave. C'est deuxièmement à un drain. Et la solution pour les pneumothorax graves, gardez ça en tête. Et si ce dernier-là, si le drain lui-même ne marche pas, si le drain n'est pas suffisant à évacuer de l'air, on va passer à la pleurodèse. Cette pleurodèse, elle est soit chimique, soit mécanique. Donc, troisième relais. Donc, on a premier relais, deuxième relais, troisième relais thérapeutique. Premièrement, l'exsufflation à l'aiguille. Si ça ne marche pas, on passera à un drainage. On va augmenter le calibre de cette aiguille. Un drainage ou la pleurotomie à minima.
Si ça marche pas, on va passer à la pleurodèse. On va fixer le poumon à la cavité thoracique, d'où la nomenclature pleurodèse. S'il s'agit d'un échec de drainage ou bien un pneumothorax chronique, ou s'il s'agit d'une récidive homolatérale ou contralatérale, je répète, le pneumothorax récidive, on va voir ça dans l'évolution, ou s'il s'agit d'un patient, donc un navigant, donc surtout les pilotes, on risque pas d'évacuer le pneumothorax avec un drain chez un patient qui est navigant. Pourquoi? On avait dit que l'altitude, elle aide la récidive du pneumothorax. C'est pour cela on risque pas ça. On va faire la pleurothèse. On va suturer le poumon à la cavité thoracique pour éviter que ce pneumothorax, quelle que soit la cause, se récidive. Donc, trois relais. Premièrement, l'exsufflation à l'aiguille, on récapitule. L'exsufflation à l'aiguille devant un pneumothorax moins grave, supérieur à 2 cm. Une abstention thérapeutique totale selon le cas s'il s'agit d'un décollement inférieur à 2 cm. Le poumon, il a la capacité de faire son extension seul. S'il s'agit d'un pneumothorax ou bien un décollement inférieur à 2 cm. Si les drains ne marchent pas, ou bien si l'exsufflation ne marche pas, on va passer à grand calibre. Le voilà un drain de grand calibre avec une valve unidirectionnelle pour permettre l'évacuation de l'air. C'est un drain qui est posé. Si ça ne marche pas, on va passer à la pleurodèse. Donc cette pleurodèse peut être soit mécanique, soit chimique. On va coller le poumon à la cavité thoracique. Donc ça sur talcage. Donc s'il y a récidive, un talcage sous la pleuroscopie ou totalement chirurgicalement la pleurectomie. On va enlever la totalité du plèvre. Traitement chirurgical pour éviter la récidive. Comme vous voyez là, c'est une pleurectomie. Peut être partielle ou totale. Pour éliminer les parties là où ils ont ces plebs et limiter la récidive. Donc ce qui nous fait craindre le maximum, c'est la récidive du pneumothorax. On récapitule dernièrement votre technique. Premièrement, abstention s'il s'agit d'un pneumothorax inférieur à 2 cm. Une simple exsufflation à l'aiguille, une technique que vous devez maîtriser. Donc c'est une compétence à maîtriser dans vos terrains de stage. Si ça ne marche pas, on passera à un drain. Le voilà, un drainage aspiratif qui est préservé aux formes graves. En cas d'échec d'une aspiration à l'aiguille. Si ça ne marche pas, on passera au troisième relais. Traitement du dernier recours, le chirurgical. Soit un talcage sur pleuroscopie s'il s'agit d'un bon état du poumon. Ou bien s'il s'agit d'une mauvaise état, c'est le cas d'une néoplasie, on va faire le recours à la pleurectomie totale. Donc éliminer les parties qui sont vulnérables à développer le pneumothorax et éviter la récidive prochainement. Concernant l'évolution, donc, après une première épisode du pneumothorax spontané, le taux de récidive homolatérale est d'ordre de 30%. Donc c'est plus que 20%, c'est 30% de taux de récidive. 66% des récidives vont survenir dans les 2 premières années. C'est pour cela qu'on a justifié la pleurodèse et la pleurectomie. Éviter ces récidives. Vous voyez, 66% de chances de récidive. On ne veut pas qu'un pneumothorax récidive, peut être mortel. Le risque, il atteint 62% au deuxième épisode de pneumothorax et 83% au troisième épisode. Donc vous voyez là, le risque de récidive, c'est 30% dans la première fois, 62% de récidive la deuxième fois, 83% de récidive et ça augmente. On ne veut pas que ce dernier va récidiver. On a le risque de l'engagement de pronostic vital. Généralement, la taille du pneumothorax et son traitement initial n'influencent pas la récidive. Donc faites attention, il ne s'agit pas d'une relation entre la taille du pneumothorax ou de la prise en charge. Ça va changer rien dans l'évolution. C'est pour cela on a le recours au traitement chirurgical devant les formes graves, limiter l'évolution ou bien la récidive au maximum. La présence
les bulles de Bleps, qui est la cause pour majeure pour un pneumothorax primaire, soit homo, soit contralatéral, au scanner thoracique, n'a aucune utilité pour prédire le risque de récidive, homo ou contralatéral. Donc, les bulles d'emphysème, je répète, sont les causes principales, mais leur rupture, elle est idiopathique. Donc, l'existence d'autres bulles de Bleps, ça veut rien dire. Elle peut récidiver comme elle ne peut pas la récidiver. Pour les pneumothorax spontanés secondaires, je répète, chez un patient qui est taré, un sujet âgé devant un poumon qui est néoplasique, tuberculeux ou fibreux, le risque de récidive, il est encore plus élevé. Donc ça, c'est le trait de gravité. Donc toujours, je répète, un pneumothorax secondaire, il est mal toléré qu'un pneumothorax primaire. Vous voyez ça dans la physiopathologie, dans le terrain et même dans l'évolution. Le pneumothorax secondaire, il a une mauvaise évolution, moins tolérée que le pneumothorax primaire. Il récidive de 40 jusqu'au 80%. Il a le risque de récidive plus qu'un pneumothorax primaire. Donc, la récidive, elle est imminente. Devant le pneumothorax primaire, elle est encore pure pour le pneumothorax secondaire. À chaque fois que la récidive augmente le pourcentage, il va augmenter encore. Il passera de 30%, 62%, 83% vers la troisième récidive avec un engagement du risque ou bien un engagement du pronostic vital. En prévention, donc une seule prévention primaire là, c'est arrêter le tabagisme. Et pourquoi? C'est la cause majeure du pneumothorax primaire. Je répète, la prévention et la prise en charge des comorbidités et les causes d'un pneumothorax secondaire. Généralement, un pneumothorax secondaire vient ou bien s'installe sur un terrain de comorbidité. Pour la prévention secondaire, s'il s'agit déjà d'une pneumothorax ou bien un accident ou bien un épanchement aérien déjà qui a cédé le passage dans la cavité pleurale, éviter la récidive. Donc la récidive, c'est ce que ne craint le maximum dans le pneumothorax déjà installé. Arrêter le tabac, la chirurgie, le recours même à la pleurectomie totale dans certains cas pour éviter la récidive de ce dernier. Et le changement de poste de travail à risque. Les pilotes, les patients ou bien les personnes navigants, ils vont avoir un poste aménagé pour éviter les altitudes qui vont provoquer ces ruptures de bleps ou ces pneumothorax. Dernièrement, la conclusion, que point fort à retenir, banalisez pas les conclusions sans poser aussi comme question d'examen. Le pneumothorax suffocant, plutôt le pneumothorax spontané, il est généralement bénigne, mais peut être dangereux, voire mortel. En majorité des cas, lorsqu'il est inférieur, un décollement inférieur à 2 cm, l'abstention thérapeutique avec une simple surveillance va permettre l'expansion. Vous pouvez faire de l'oxygénothérapie pour augmenter les chances, ou bien améliorer les chances par 4, quel que soit primaire ou secondaire. Mais le secondaire, malheureusement, il est mal toléré que le primaire. Le diagnostic, il est suspecté cliniquement devant les signes de détresse respiratoire ou bien de dyspnée. Pensez à un pneumothorax, surtout chez un sujet taré, un sujet avec comorbidité. Donc n'oubliez pas cette réflexion-là. Attention dans vos cas cliniques. Mais il est confirmé radiologiquement et c'est, je répète, c'est la radiographie standard qui va vous permettre de poser ce diagnostic. Vous avez le recours à la TDM que seulement en cas de suspect ou bien de doute. Et le seul diagnostic différentiel, je répète, avec le pneumothorax, c'est les bulles d'emphysème. J'espère que vous allez noter tous les points forts. On est en train de citer dans cette plaque, c'est primordial. La recherche des formes graves, elle est primordiale. Le pronostic vital, il est engagé dans certains des cas. Et elle nécessite une prise en charge immédiate, soit une exfiltration en urgence, soit le drainage. Même parfois, quand vous voyez à gauche dans l'illustration, voir la pleurectomie totale. Le traitement dépend de l'abondance de l'épanchement aérien, mais aussi de la tolérance clinique. N'attendez pas, ou bien devant un patient qui a, je répète, une détresse respiratoire associée et ou avec une hypotension. Donc là, il s'agit d'un pneumothorax grave, même lorsqu'il est de petite abondance. Donc ne jugez pas seulement sur la distance de décollement.
Le traitement, il repose sur l'évacuation de l'air toujours dans la cavité pleurale. Donc, inverser le mécanisme, permettre l'air d'échapper de la cavité pleurale à l'extérieur par des moyens qu'ils soient soit médicaux, soit chirurgicaux. Vous disposez de multiples méthodes. On a vu du moins simple vers le plus complexe. Donc, soit, je répète, exfiltration à l'aiguille, passant à un drainage aspiratif qui est plus invasif, un talcage sur pleuroscopie devant un poumon de bonne condition, voire la chirurgie pleurectomie totale ou pleurodèse, selon le cas. Le pronostic, il dépend du risque et il s'agit toujours des récidives malheureusement ultérieures. Et dernièrement, comme dernier titre, l'arrêt du tabac doit être systématiquement envisagé afin d'éviter ou bien de permettre d'empêcher la récidive du pneumothorax dorénavant. Donc ça c'est tout les points forts qu'on a déjà cités dans les trois parties. J'espère que les vidéos sont utiles. J'espère maintenant que vous allez prendre en charge un pneumothorax de façon adéquate. Je répète, l'intérêt de la question, c'est la fréquence de ce dernier avec les formes qui sont rares, ou bien ils sont moins fréquentes, mais ils peuvent engendrer le pronostic vital. Donc, c'est le rôle de maîtriser la conduite à tenir devant un pneumothorax. Donc, on va continuer la pneumologie très prochainement. On va aborder l'emphysème et la sarcoïdose et la pathologie tumorale. Et en finissant avec l'insuffisance respiratoire chronique. Toujours, bon courage dans vos préparations, chers amis. Je vous vois très prochainement. Merci et à la prochaine.